1er septembre 1939. L'armée allemande envahit la Pologne lors d'une offensive aussi rapide qu'efficace. 20 ans plus tôt, les grands-pères de ces hommes aujourd'hui victorieux avaient connu l'humiliation de la défaite. En novembre 1918, après 4 années de guerre, l'empereur Guillaume II avait été contraint d'abdiquer. Son armée avait été battue par les Alliés, français, anglais et américains. Son peuple mourait de faim. Dans ce chaos, un mythe était né. Celui d'une armée allemande victorieuse sur le terrain, trahie par ceux de l'arrière, les politiciens. Le 11 novembre 1918, à 11h du matin, la Première Guerre mondiale prend fin. Dans les mois qui suivent, Woodrow Wilson, alors président des États-Unis, s'engage à œuvrer pour la création d'un nouvel ordre mondial. Il persuade la plupart des chefs d'État de le rejoindre pour former la Société des Nations. Le traité de Versailles officialise la naissance de cette institution internationale. Désormais, les conflits devront se régler par le dialogue. La guerre est mise au ban. En Europe, plusieurs peuples goûtent enfin à la liberté. L'Empire austro-hongrois, allié de l'Allemagne vaincue, est démembré. 8 nouvelles nations apparaissent: l'Autriche, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. L'Allemagne elle-même est amputée d'une partie de son territoire. Ce démembrement porte en germe les futurs conflits. En Tchécoslovaquie, d'importantes minorités allemandes nourrissent déjà un rêve: la réunification de leurs terres avec la mère patrie. Pour la population allemande, la ruine s'ajoute à l'humiliation de la défaite. Le pays doit payer les réparations à la France et au Royaume-Uni. L'addition est salée. 6,5 milliards de livres. Le pays n'est pas prêt de se relever. La cicatrice ne se refermera pas de sitôt. Lorsqu'il revient aux États-Unis, Wilson comprend que son rêve n'est pas prêt d'aboutir. Le Congrès américain refuse que le pays rejoigne la Société des Nations. Un comble. L'Amérique, effrayée par la perspective d'un autre conflit, s'isole du reste du monde. Une doctrine est née, l'isolationnisme. La guerre a profondément modifié le paysage politique allemand. La monarchie militaire a été balayée. Le pays est devenu une démocratie. Mais le gouvernement de cette république dite de Weimar a du mal à faire face aux tensions qui secouent la société. Des batailles de rue opposent l'extrême droite aux communistes, qui, inspirés par l'exemple russe, tentent de faire une révolution. En 1923, les prix augmentent de plusieurs centaines de pourcents en quelques mois. La monnaie n'a plus que la valeur du papier sur lequel elle est imprimée. Les petits épargnants assistent, impuissants, à la disparition de leurs économies. Il y a sans doute ici le terrain fertile dans lequel un homme saura faire éclore la contestation contre des politiciens jugés responsables de tous les malheurs du peuple. Hitler est né en Autriche en 1889. Il a participé à la Grande Guerre durant laquelle il s'est illustré, obtenant même la Croix de Fer. Après sa démobilisation, il s'installe à Munich. Ses talents d'orateur lui permettent de prendre le contrôle d'un groupuscule, le Parti national socialiste. En octobre 1923, Hitler et ses hommes tentent de renverser la République de Weimar. C'est trop tôt. Le coup d'État échoue. Hitler est condamné à 9 mois de prison. Il met à profit sa réclusion pour écrire un livre, Mein Kampf, Mon combat. Cette profession de foi jette l'anathème sur les Juifs, considérés comme le mal de la nation germanique.
Hitler réclame également la restitution des territoires orientaux. À sa sortie de cellule, Adolf Hitler n'a qu'un but, rassembler les nazis au sein d'une machine politique implacable. L'homme est rusé, il utilise le système démocratique pour asseoir sa puissance. Pendant 5 années, l'Allemagne panse ses plaies. La prospérité revient, les partis extrémistes, de gauche comme de droite, se renforcent. Hitler n'a besoin que d'une opportunité pour s'imposer dans le jeu du pouvoir. En octobre 1929, la bourse américaine s'effondre. Le tsunami de la dépression économique balaye le monde. 6 millions d'Allemands se retrouvent au chômage. Dans ce chaos, les partis extrémistes incarnent l'espoir et la rage. Qui se méfie d'Adolf Hitler? En 1931, le parti nazi s'est transformé en mouvement de masse. Il possède ses propres milices en chemise brune. Ces 3 millions d'hommes enrôlés dans la SA battent le pavé. Aux élections de 1932, le parti nazi devient la première force politique du Reichstag, le Parlement allemand. En refusant de rejoindre une coalition, Hitler sait qu'il va paralyser les institutions. Pour sortir de cette impasse, le président Hindenburg le nomme chancelier. Nous sommes en janvier 1933, Hitler est chef du gouvernement. Un mois plus tard, le Reichstag brûle. C'est le moment d'agir. Hitler accuse les communistes et demande les pleins pouvoirs. La chasse aux opposants commence. En août 1934, le président Hindenburg meurt. Hitler a le champ libre. Il prend la succession par la force. Il est désormais le seul et unique chef du pays. Il est le guide suprême, le Führer. Très vite, il consolide son pouvoir dictatorial, prend tous les efforts du pays sur le renforcement de l'économie allemande. Pendant 3 ans, il investit des millions dans les travaux publics. La construction de 7500 km d'autoroutes résorbe une partie du chômage. Mais ces grands projets cachent à peine l'axe principal de la politique du Führer, le réarmement. Selon le traité de Versailles, l'armée allemande ne devait compter que 100 000 hommes et ne posséder ni force aérienne, ni blindés, ni sous-marins. En 1935, Hitler sort du bois. L'Europe apprend que 300 000 Allemands sont sous les drapeaux. Et surtout, l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, dispose de 2500 appareils, plus que l'Angleterre ou la France. Dans la population allemande, la baisse du chômage a rendu le parti nazi incroyablement populaire. Soutenu par son peuple, Hitler peut entamer sa stratégie de reconquête. En 1935, la Société des Nations lui restitue la Sarre, région frontalière avec la France. Un an plus tard, il expédie ses troupes réoccuper la Rhénanie, une zone démilitarisée depuis le traité de Versailles. L'opinion internationale préfère croire qu'Hitler se contente de redonner à sa nation l'envergure qu'elle possédait avant la Grande Guerre. D'ailleurs, ni la France ni l'Angleterre ne protestent. Berlin accueille même les Jeux Olympiques de 1936. Beaucoup en Allemagne et ailleurs considèrent que le Führer restaure la fierté allemande, ce qui finalement n'est préjudiciable à personne. Et pourtant, quelques indices prouvent déjà le contraire. En 1935, les lois dites de Nuremberg ont interdit aux Juifs d'épouser des femmes aryennes. Ils ont également été privés de leur citoyenneté. L'orage de la guerre gronde. L'Europe refuse de voir les signes précurseurs. Elle regarde ailleurs. En Asie, une autre puissance va écraser ses voisins. En
En ce début de XXe siècle, le Japon est déjà une puissance militaire. En 1905, il a défait les Russes et ses troupes ont combattu aux côtés des Alliés durant la Première Guerre mondiale. Les forces nippones se sont même emparées du port allemand de Qingdao en Chine et de plusieurs îles du Pacifique. À la fin du conflit, il ne faisait aucun doute que le Japon s'était imposé comme une grande puissance. C'était à ce titre qu'il avait logiquement intégré la Société des Nations. Mais le pays est bien loin d'être une démocratie. Les structures traditionnelles sont bien implantées. L'empereur occupe le sommet de la société nippone. Les Japonais le considèrent comme un dieu vivant. Il est leur véritable guide. L'archipel est confronté à un problème de plus en plus prégnant, l'augmentation de sa population. Il faut aller chercher les matières premières hors du territoire, car le Japon est pauvre en ressources naturelles. Les cibles sont rapidement définies. La Mandchourie est une proie idéale, riche en champs de céréales et en gisements de minerais. Des troupes nippones y sont déjà stationnées. Mais les dirigeants japonais ont un gros appétit. Ils lorgnent sur les possessions occidentales dans la région. Les 3 colonies britanniques, Birmanie, Malaisie et Hong Kong, mais aussi l'Indochine, dirigée par les Français, ou encore les Indes néerlandaises. Il convient pourtant d'être très prudent pour ne pas froisser l'autre superpuissance présente dans le Pacifique, les États-Unis. Malgré les apparences et une politique anti-impérialiste, les États-Unis dominent un empire officieux dans l'océan Pacifique. Les Philippines, l'île de Guam et plusieurs autres archipels sont contrôlés par l'administration américaine. Il ne fait aucun doute que le Japon rêve d'éliminer ce rival très gênant. Mais l'Amérique ne s'inquiète pas. Depuis la fin de la Grande Guerre, le pays se divertit, il danse. C'est l'âge d'or du jazz. Depuis le début des années 20, la nation s'emploie à exploiter des ressources qui lui paraissent alors inépuisables. La croissance économique semble ne pas avoir de fin. Des fortunes se font dans l'industrie et à la bourse de New York. Pourquoi s'angoisser ? Les volontés expansionnistes du Japon sont bien loin des préoccupations américaines. À la fin de la Première Guerre, le gouvernement a même signé avec la France, le Royaume-Uni et le Japon un traité de réduction de la flotte de guerre. Les Japonais ne l'ont pas vraiment appliqué. Leur marine domine le Pacifique. À la moindre faiblesse, les possessions américaines deviendront des proies. C'est dans ces circonstances que survient la Grande Dépression de 1929. Elle dévaste tout sur son passage. Un quart de la population américaine perd son emploi. Des dizaines de milliers de chômeurs se retrouvent sans rien. Des familles entières sont jetées à la rue. L'Amérique voit croître les bidonvilles. Elle n'a ni le temps, ni l'envie de regarder au-delà de ses frontières. L'heure du Japon est arrivée. En 1931, les troupes japonaises présentes en Mandchourie s'emparent de la capitale, Mukden, et se déploient dans le reste du pays. Un État fantoche voit le jour, le Manchukuo, dirigé par une marionnette, le dernier empereur de Chine, Puyi, que les Japonais ont sorti du placard dans lequel les Chinois l'avaient mis en 1911. Dans son quartier général genevois, la Société des Nations fait face à sa première grande crise. C'est un test. Le Japon est condamné. Mais la réponse de l'intéressé est nette. Le Japon ne peut accepter les conclusions adoptées par cette Assemblée. Et les représentants nippons de se retirer la tête haute, laissant la Société des Nations désemparée. Elle ne peut rien faire pour sauver la Mandchourie.
Certes, le Japon est mis au banc des nations. Qu'importe. Ses dirigeants ont d'autres ambitions. Leur voracité les pousse vers d'autres conquêtes, vers la Chine. L'invasion ne sera pas compliquée. Le pays sombre dans le chaos. Le gouvernement du général nationaliste Chiang Kai-shek affronte la rébellion communiste menée par Mao Zedong. C'est la guerre civile. En 1936, les Japonais signent un pacte avec Adolf Hitler. L'Allemagne s'engage à intervenir si l'Union soviétique réagit militairement à la future invasion de la Chine. En juillet 1937, les Japonais prennent l'excuse d'un incident avec des soldats chinois pour envahir le pays. Prise d'abord par surprise, la Chine se ressaisit. Les communistes ont rejoint le Kuomintang dans un front commun contre l'agresseur. Le Japon contre-attaque en faisant débarquer de plus en plus de troupes. À la fin de l'année 1937, le nord du pays et la totalité des côtes sont occupés. L'armée nippone fait preuve d'une extrême brutalité. Les villes sont violemment bombardées. Les Occidentaux évacuent les centres commerciaux comme le port de Shanghai. La ville sera assiégée pendant 3 mois. Les conséquences sont terribles. Les forces japonaises n'éprouvent aucune pitié lorsque les villes tombent entre leurs mains. Après la chute de Nankin, le 17 décembre 1937, commencent 6 semaines de viols, d'orgies et de tueries. Dans la capitale chinoise, les soldats japonais vont massacrer 300 000 civils sans distinction de sexe ou d'âge. Ils vont même attaquer les bateaux de guerre américains et britanniques venus protéger l'évacuation de leurs ressortissants. L'incident le plus grave intervient le 1er décembre 1937. Le vaisseau américain Panay est coulé par des bombes nippones. 50 marins perdent la vie lors de cette attaque. Malgré cela, les puissances occidentales refusent d'intervenir. Et la Société des Nations semble toujours aussi impuissante. Le nouveau président américain, Theodore Roosevelt, tente d'imposer un blocus naval du Japon. Mais les Anglais, par peur de la guerre, refusent d'approuver cette initiative. En désespoir de cause, Roosevelt offre 25 millions de dollars à Chiang Kai-shek pour acheter des armes. Comme les troupes communistes combattent aux côtés du Kuomintang, l'Union soviétique s'engage également à apporter son aide, mais se contente finalement de quelques escarmouches le long de sa propre frontière avec la Mandchourie. La Chine est abandonnée. Elle se retrouve seule face à l'envahisseur. Durant l'année 1938, les Japonais investissent Canton et repoussent les forces chinoises toujours plus loin vers l'ouest. Les grands discours de la Société des Nations n'ont servi à rien. Aucune des promesses faites au nom de la paix n'a été tenue. Le feu de la guerre se propage. Il se rapproche maintenant de l'Europe. Qui sera la prochaine victime ? A posteriori, on peut sourire des mimiques de Matamor de Benito Mussolini.
le dictateur fasciste de l'Italie peut apparaître comme un sinistre clown. En 1922, ce n'était pas le cas. Quelques années auparavant, comme l'Allemagne, l'Italie avait sombré dans l'anarchie. Le pays était déchiré par des manifestations et des luttes entre régions. Et comme en Allemagne, le pouvoir s'était révélé tout à fait impuissant à endiguer ces phénomènes. C'est ainsi que Benito Mussolini, vétéran de la Grande Guerre, journaliste de profession, était intervenu dans la vie politique en fondant le parti fasciste. En 1922, l'Italie est entièrement paralysée par une grève générale. C'est l'occasion que saisit Mussolini. Il marche sur Rome, entouré de ses partisans. Craignant une guerre civile, le roi Victor Emmanuel lui demande de former un gouvernement. Maître du pays, il bâillonne toute opposition et assume un pouvoir sans partage. La péninsule italienne est désormais sous sa botte. En 1928, sa position politique est bien établie. Le Parlement est constitué de pleutres et tout le pouvoir est entre les mains du Grand Conseil fasciste. Comme le fera Hitler quelques années plus tard, Mussolini prend des mesures qui le rendent populaire. Des programmes de grands travaux fournissent du travail aux chômeurs et modifient en profondeur les infrastructures du pays. La corruption est combattue et la mafia est plus ou moins éliminée. L'armée italienne se renforce considérablement en se dotant de forces aériennes modernes. En Méditerranée, Mussolini lance une armada plus importante que les flottes françaises et anglaises réunies. Lorsque survient la Grande Dépression, l'Italie est à son apogée, d'autant que Mussolini inspire d'autres dictateurs. Pour Adolf Hitler, le système fasciste est un modèle dont la force contraste avec la faiblesse chronique des démocraties comme la France et la Grande-Bretagne. Mais Mussolini ne se contente pas d'être idolâtré par les foules. Il rêve de rebâtir l'Empire romain. Il a déjà choisi la première étape de cette grande conquête, c'est l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle. L'Italie possède des colonies adossées à sa frontière, en Érythrée et en Somalie. En décembre 1934, les troupes italiennes provoquent un accrochage avec l'armée d'Abyssinie. L'incident se déroule à l'oasis d'Ogaden, en territoire abyssinien. Pourtant, Mussolini, après avoir expédié des renforts en Érythrée et en Somalie, réclame des réparations. L'empereur d'Abyssinie, Haïlé Sélassié, en appelle à la Société des Nations. C'est le test suprême, le cas de figure parfait. Un petit pays est injustement attaqué par une grande puissance, membre de la Société des Nations. L'idéal qui a présidé à la création de cette institution exige une réaction. Mais rien ne se passe. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Anthony Eden, propose sa médiation pour rédiger un traité de paix dont Mussolini n'a que faire. À la fin du mois d'octobre 1935, l'armée italienne franchit les frontières de l'Érythrée et de la Somalie. Que peuvent les maigres forces de l'Abyssinie face à une armée puissante, disciplinée et équipée de chars d'assaut et d'artillerie? Les appareils italiens maîtrisent l'espace aérien.
Ils harcèlent leurs adversaires et larguent des bombes chimiques, malgré les dispositions du traité de Versailles qui avait dénoncé leur utilisation comme un crime contre l'humanité. En 6 mois, l'Abyssinie tombe aux mains des Italiens. L'empereur Haïlé Sélassié s'envole pour Londres. Son exil commence. Depuis Genève, la Société des Nations tente d'imposer des sanctions économiques qui n'ont que peu d'effet. L'agression contre l'Abyssinie a révélé 2 choses. D'abord, l'impuissance des États, incapables de garantir la paix de l'humanité. Ensuite, le manque de résolution de la France et de la Grande-Bretagne, 2 nations paralysées par la peur de la guerre. Ces 2 pays ont payé un lourd tribut au premier conflit mondial et leurs économies ne se sont pas véritablement rétablies. Ils connaissent l'un et l'autre d'importants mouvements sociaux. Grèves et manifestations se succèdent. Bien avant la dépression, les 2 pays souffraient déjà du chômage. La gestion et le contrôle de leurs empires coloniaux respectifs constituent une charge supplémentaire. D'autant qu'il faut, depuis 1919, administrer les territoires confisqués à l'Allemagne et à l'Empire ottoman. Enfin, et c'est sans doute la plus importante des raisons, Français et Britanniques ont été profondément marqués par l'horreur de la Grande Guerre. Les gouvernements qui se succèdent n'ont qu'une obsession, échapper à un nouvel affrontement armé. En dépit du traumatisme causé par le conflit, la Grande-Bretagne avait réussi à moderniser son armée de conscrits. Elle se hâta de la transformer en force de police dispersée à travers l'empire colonial. Lors de la Grande Dépression, toutes les tentatives de modernisation ou de réorganisation des troupes avaient été abandonnées. À l'aube d'une autre guerre, le pays est considérablement affaibli, économiquement et militairement. Pendant la Première Guerre mondiale, les pertes françaises avaient été plus importantes que celles de ses alliés. Mais la méfiance envers le voisin allemand justifiait le maintien d'un grand nombre d'hommes sous les drapeaux. Tout au long des années 20, le taux de natalité ne cessa de baisser. Il devint évident que le pays connaîtrait un grave déficit de population dès le milieu de la décennie suivante. La France ne pourrait rivaliser avec la vitalité et la masse des armées allemandes. Désormais, les Français ne pensent plus qu'à une chose, se défendre. La ligne Maginot, une série de fortifications construites dans les années 30, incarne cet état d'esprit. Bunkers et tranchées fortifiées font face à la frontière allemande. En Belgique, une ligne de défense similaire prend théoriquement le relais. Mais cette nouvelle tactique trahit la faiblesse militaire de la France. Le pays est sur la défensive. Il se déclare à peine capable d'attaquer l'Italie, et encore lui faut-il l'aide inconditionnelle de l'Angleterre. Les 2 nations savent qu'en cas de conflit, leurs flottes n'auront pas la vie facile en Méditerranée. Les navires de Mussolini quadrillent le secteur. Aussi, lorsque l'Italie soumet l'Abyssinie, les 2 grandes puissances regardent ailleurs, feignant d'ignorer les dangers qui pèsent sur l'Europe. La Grande Dépression de 1929 donne le coup de grâce. La France et l'Angleterre sont ravagées par la crise. Ce sont 2 nations amoindries qui regardent défiler les nouvelles troupes de l'armée allemande. Cette fois, la guerre semble frapper à leurs portes. Et elle frappe d'autant plus fort qu'un autre dictateur va venir violer la démocratie sous leurs yeux. Franco va mettre au pas la République espagnole.
1936, l'Espagne est déchirée par la guerre civile. Elle va opposer des familles, des frères, des voisins, communistes contre fascistes, athées contre croyants. En 1931, un gouvernement de gauche s'était emparé du pouvoir, détrônant ainsi la vieille monarchie espagnole. Le roi était poussé à l'exil. La République était déclarée. Aux élections de février 1936, pour battre les forces de droite, les partis de gauche se réunissent au sein d'un front populaire. Le front l'emporte avec une faible marge, mais il gagne. Son programme de réforme demeure modeste, mais les grèves générales et surtout les confiscations de terres au profit des paysans pauvres se multiplient. La droite craint la mise en place d'un pouvoir communiste. Au sein de l'armée, bastion du conservatisme et défenseur de la foi catholique, certains officiers généraux envisagent une intervention militaire. Parmi eux, le général Franco, un ancien chef d'état-major en disgrâce, exilé dans les îles Canaries. En juillet 1936, les unités de l'armée espagnole stationnées dans les colonies marocaines se mutinent. Le jour suivant, Franco accourt pour prendre la tête de la rébellion et annoncer la naissance d'un mouvement nationaliste déterminé à combattre le communisme. Certains régiments du continent se mutinent à leur tour. Le Front populaire réagit aussitôt en appelant les Espagnols à se porter volontaires pour défendre la République en danger. La guerre peut commencer. Mais Franco doit résoudre un problème de taille. Comment faire débarquer ses troupes isolées en Afrique du Nord? Comment franchir le détroit de Gibraltar? Il va trouver la solution en s'adressant à l'une des seules personnes qui peut l'aider, Adolf Hitler. En moins d'un mois, le pont aérien mis en place par la Luftwaffe permet aux troupes d'élite du général Franco de s'établir dans le sud de l'Espagne. Les avions de transport d'Hitler y déposent des milliers d'hommes et leur matériel. La République tient bon. Elle a même l'avantage, car les mutineries de Madrid et Barcelone ont été rapidement écrasées. Le gouvernement légal contrôle la plus grande partie du pays. En face, les nationalistes sont confinés dans le sud et au nord-est. Mais pas pour longtemps. La donne change radicalement lorsqu'Hitler et Mussolini décident de fournir aux mutins troupes et matériel. Pour le Führer, c'est l'occasion rêvée de tester ses tactiques sur un théâtre d'opération. Les grandes manœuvres débutent. Il y envoie 12 000 soldats et ses premiers chars Panzer. La Luftwaffe y déploie les bombardiers et les nouveaux avions de chasse de la Légion Condor. Mussolini expédie en Espagne un corps de 50 000 hommes censés être des volontaires et plus de 700 appareils de combat. C'est en vain que la République appelle au secours la France, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Une fois de plus, Paris et Londres détournent leur regard. La peur de la guerre, toujours. Les deux gouvernements décident de ne pas intervenir. Au comble du cynisme, Hitler et Mussolini approuvent cette politique. Mais lorsque leur soutien aux troupes nationalistes devient évident, Joseph Staline annonce qu'il consent à aider la République espagnole. Le dirigeant soviétique voit d'un mauvais œil la montée du fascisme en Allemagne. Hitler ne cache d'ailleurs pas que sa croisade est en partie dirigée contre les communistes.
Pour Staline, le front espagnol constitue un moyen d'occuper Allemands et Italiens pendant que lui-même renforce ses défenses. Il envoie en Espagne 700 conseillers militaires accompagnés de tanks et d'avions de combat. Cette assistance est providentielle, mais largement inférieure à celle reçue par le général Franco. En fait, les renforts les plus importants ne viendront pas d'un pays en particulier, mais des volontaires, presque tous militants de gauche, qui accourent pour sauver la République. 30 000 Américains, Britanniques, Français et Allemands s'enrôlent dans les brigades internationales. Mais les nationalistes ouvrent deux fronts. Le premier se dirige vers Barcelone à travers le nord. Le second, commandé par Franco en personne, doit atteindre Madrid à partir du sud. À la fin de l'année 1936, la capitale espagnole est pratiquement cernée, assiégée de trois côtés. Les combats sont intenses, accompagnés d'atrocités dont les populations civiles sont les premières victimes. Les républicains fusillent les membres du clergé catholique. Les nationalistes exécutent tous ceux qui sont suspectés d'être communistes ou de soutenir la République. Les bombardiers italiens et allemands pilonnent tous les objectifs, y compris des cibles civiles. Madrid agonise sous les bombes et la Légion Condor rase la petite ville basque de Guernica. 6000 civils meurent sous les bombes nazies. Hitler teste avec succès les grands principes de la guerre éclair. La zone contrôlée par les forces républicaines se réduit de jour en jour. Le courage d'hommes sous-entraînés et sous-équipés ne suffit pas à arrêter les armées du général Franco. Que peuvent quelques fusils et quelques pièces d'artillerie face à la puissance de l'armement allemand et italien ? Madrid devient bientôt le symbole vivant de la résistance d'une petite démocratie agressée par un dictateur fasciste. Les regards des démocrates européens se tournent vers la capitale espagnole, déterminés à ne pas succomber. Mais sur le front, l'alliance républicaine se fracture. D'un côté, communistes et socialistes sacrifient tout à la victoire militaire. De l'autre, les anarchistes voient dans ce conflit un moyen d'engager une révolution de masse afin de rendre la terre au peuple. L'opposition entre communistes et anarchistes est à son comble au printemps 1937. Les militants des deux camps s'affrontent dans de violents combats au cœur de Barcelone. Ces événements tragiques résonnent comme le glas de la cause républicaine. À la fin de l'année 1938, les nationalistes ont enfermé leurs adversaires dans deux petites enclaves autour de Barcelone et de Madrid. La capitale résiste toujours, mais les brigades internationales se sont retirées. Alors que Franco s'apprête à porter le coup fatal, de plus en plus de gouvernements le reconnaissent comme le chef légitime du pouvoir espagnol. Au premier jour du printemps 1939, les défenseurs de Madrid, épuisés par 3 longues années de lutte, se rendent. Le 1er avril, Franco met officiellement fin au conflit. Les plaies de cette guerre fratricide peuvent commencer à se refermer. En fait, elles ne cicatriseront jamais complètement. La victoire de Franco sur la République n'est que le prologue d'un autre désastre. La lâcheté des grandes démocraties européennes a renforcé le pouvoir d'autres dictatures. Hitler et Mussolini ont constaté la faiblesse de la France et de la Grande-Bretagne. À Moscou, Staline sait qu'il devra affronter le fascisme. Est-il prêt ? Hitler, lui, jubile. Il va pouvoir appliquer la stratégie agressive dont il a développé les grandes lignes dans son livre Mein Kampf. Avant même que la guerre civile espagnole ne s'achève, il lance ses troupes à l'assaut de l'Europe.
Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 1933, Adolf Hitler n'a jamais cessé de poursuivre la même politique expansionniste. Le 3 février de cette même année, il déclarait à ses généraux que son but ultime consistait à germaniser les territoires de l'Est. Depuis cette date, l'armée se préparait à une guerre de conquête. Malgré les dispositions du traité de Versailles qui lui interdisent de posséder des chars d'assaut, l'Allemagne a signé en 1923 un traité secret de collaboration avec l'Union soviétique. Il lui permet d'expérimenter les dernières nouveautés techniques et tactiques en matière d'armes blindées. De jeunes officiers brillants comme Heinz Guderian ont lu les manuels de stratégie écrits par des spécialistes britanniques comme le colonel John Fuller ou Basil Liddell-Hart. Dans les années 20, certains ont même pu observer les grandes manœuvres effectuées par les troupes blindées anglaises dans la plaine de Salisbury. C'est à cette époque que les stratèges allemands établissent une théorie de l'offensive fondée sur la combinaison de l'artillerie, des blindés et de l'infanterie. Cette unité serait le fer de lance d'une attaque dont la puissance de feu lui permettrait de pénétrer profondément dans les lignes adverses. Hitler adopte cette stratégie avec enthousiasme. Sa nouvelle armée possédera 3 divisions de blindés, les Panzer. Dans le même temps, il confie la reconstruction des forces aériennes à un as de la Première Guerre mondiale, Hermann Göring. La Luftwaffe se relève dans le plus grand secret. Comme l'Allemagne n'est pas censée œuvrer à la renaissance de son armée de l'air, le gouvernement s'appuie sur la mobilisation des civils. Désormais, les aéroclubs forment les futurs personnels militaires. En 1935, Adolf Hitler révèle l'existence de la Luftwaffe. Il annonce également que son armée compte 300 000 hommes. La conscription est rétablie. La Grande-Bretagne et la France protestent faiblement à ce qui constitue une brèche flagrante dans le traité de Versailles. Les deux pays débutent à contre-cœur un lent processus de réarmement. Jusque-là, Hitler est resté prudent. Il s'est contenté de récupérer les possessions allemandes des bords du Rhin, de Sarre et de Rhénanie. Mais son appétit va bien au-delà. Il jette un regard gourmand vers sa terre natale, l'Autriche. En 1934 déjà, les nazis autrichiens avaient tenté sans succès de s'emparer du pouvoir. Ils souhaitaient unifier leur pays avec leurs grands voisins. Si Autriche et Allemagne sont germanophones, les deux territoires ont toujours été indépendants. En février 1938, un autre complot nazi est déjoué. Le chancelier autrichien Kurt von Schuschnigg envoie une protestation à Hitler. Le Führer profite de l'occasion pour dénoncer les maltraitances dont seraient victimes les nazis autrichiens. Il réclame également l'annexion de l'Autriche. Schuschnigg en appelle au référendum. Les Autrichiens doivent choisir l'indépendance ou l'unification. Par peur d'un résultat contraire à sa volonté, Hitler ne laisse pas parler les urnes. La veille du vote, ses troupes franchissent la frontière. L'attaque surprise, soutenue par un mouvement de sympathie orchestré par les nazis autrichiens, transforme cette annexion en invasion pacifique. Sans attendre, le Führer annonce l'incorporation de l'Autriche au Troisième Reich. Une nation, jusqu'alors totalement souveraine, vient d'être soumise par la force. Il en faut plus pour émouvoir les grandes puissances occidentales. Un silence gêné répond à l'invasion. Durant l'été 1938, Hitler s'attaque à sa prochaine proie, la Tchécoslovaquie. Une importante minorité germanophone occupe le nord-ouest du pays, dans la région des Sudètes. En 1919, à la suite du démantèlement de l'Empire austro-hongrois, ces populations se sont retrouvées isolées au sein d'un nouveau pays, la Tchécoslovaquie. En découpant l'Europe sans discernement, les signataires du traité de Versailles avaient laissé derrière eux une véritable bombe à retardement.
Hitler a le champ libre. Il encourage les habitants des Sudètes à réclamer leur autonomie et menace le gouvernement tchèque d'intervenir militairement si cette requête ne leur est pas accordée. Le gouvernement tchèque n'a pas d'autre choix que d'ordonner la mobilisation. Son armée est importante et bien équipée. Un imposant dispositif de fortification borde la frontière avec l'Allemagne. Hitler se ravise. L'Europe sent l'odeur de la guerre. Début septembre 1938, le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, propose sa médiation pour parvenir à une issue pacifique. Il va rencontrer Hitler par 2 fois. Le Führer l'assure que s'il obtient l'annexion des Sudètes, il n'aura aucune autre ambition territoriale en Europe. La partie de poker menteur est engagée. À Munich, le 29 septembre 1938, sous l'œil affable d'un témoin de choix, Benito Mussolini, la France et la Grande-Bretagne signent un accord qui n'est en fait qu'un marché de dupes. Les Sudètes sont offertes au Troisième Reich. Hitler promet de s'arrêter là, mais qui le croit? Chamberlain le croit. À son retour à Londres, à peine descendu de l'avion, il brandit dans les bourrasques le papier garantissant la paix. Le 1er octobre, les troupes allemandes occupent les Sudètes et s'emparent sans combat de la ligne de fortification tchèque. Hitler peut poursuivre sa politique de conquête. Sa nouvelle cible, la Pologne. Une fois de plus, l'ineptie de certaines clauses du traité de Versailles est en cause. Une minorité germanophone est enclavée dans le territoire polonais. Hitler demande que le port de Danzig, ancienne possession prussienne, soit rattaché à la mère patrie. La Pologne refuse. Une fois de plus, Hitler hésite. Si son armée n'est pas tout à fait prête, il doit surtout parachever l'œuvre entreprise en Tchécoslovaquie. Dans ce pays de création récente, il joue sur les différences ethniques entre Tchèques et Slovaques. En mars 1939, les Slovaques implantés à l'est du pays lui demandent un appui pour obtenir leur indépendance. Hitler convoque le Premier ministre tchécoslovaque, Emil Hácha, à Berlin. Il lui intime l'ordre de se placer sous la protection du Reich. Quelques semaines plus tard, la Wehrmacht pénètre dans le pays sans combattre. La plus grande partie du territoire est annexée. La Slovaquie devient un protectorat. C'est la première fois qu'Hitler ose s'emparer de territoires peuplés par des populations non germanophones. Mais cette invasion ne suscite aucune véritable réaction. La France et la Grande-Bretagne se contentent une fois de plus de protester mollement. À la fin du mois de mars 1939, Hitler réclame de nouveau à la Pologne le rattachement au territoire allemand du port de Danzig. Cette fois, Français et Britanniques déclarent que toute attaque constituera une cause de guerre. Mais Hitler n'hésite pas. Il a maintes fois constaté la faiblesse et l'indécision de ses adversaires. Il passe outre toutes les menaces. En Russie, Joseph Staline s'inquiète de l'expansion des nazis vers l'Est. En avril 1939, il propose une alliance à la France et la Grande-Bretagne. Mais les négociations s'enlisent et Staline n'a plus qu'une seule issue, gagner du temps, en traitant directement avec Hitler. Le 23 août, l'Union soviétique et le Troisième Reich, les deux ennemis mortels, signent un pacte de non-agression. En secret, les deux puissances ont scellé le sort de la Pologne. Hitler et Staline se partagent le gâteau. Les Russes s'emparent de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie. Hitler a enfin les mains libres. Il met ses troupes en ordre de bataille. L'invasion de la Pologne est imminente. Le 31 août 1939, la Wehrmacht donne enfin l'assaut. Le Führer vient de prendre la décision qui va plonger le monde dans la guerre.